C'est le grand retour de Benoît Saint-Denis dans la cage dans les nuits de samedi à dimanche prochain. Le tout en plus dans le cadre incroyable du Madison Square Garden à New York pour l'UFC 322. Le Français qui va ouvrir cette carte principale face à Beneil Dariush. Une carte absolument incroyable, notamment chez les moins de 77, parce qu'il y aura ce duel entre Leon Edwards et Carlos Prates, et Sean Brady face à Michael Morales, et puis évidemment le main event entre le champion Jack Della Maddalena et Islam Makhachev, qui monte de catégorie pour espérer devenir double champion. Même défi d'ailleurs pour Weili Zhang qui va défier Valentina Shevchenko chez les moins de 57 kilos. Quel combat vous attendez le plus comme ça, rapidement, Eren? Maddalena Makhachev. Ouais. Le main event. Après, moi j'attends toute la carte. La carte préliminaire, je vais regarder. Il va pas dormir de la nuit. Ouais, mais mention spéciale à Brady Morales, deux pépites qui vont s'affronter entre guillemets tôt dans leur carrière. Un qui est invaincu, l'autre qui a qu'une seule défaite. Ils s'affrontent pour avoir leur place en title shot. Il y a aussi Wellmaker contre Adon. Là, c'est sur les prélims. Ouais, Wellmaker, nouvelle pépite qui éteint tout le monde. En fait, il y a beaucoup de choses à voir et j'ai vraiment hâte. Vraiment sur toute la carte. Mention spéciale, bien évidemment, pour JDM contre Marc. Ouais. T'en as un autre, Eren? Beneil Dariush, Benoît Saint-Denis. Évidemment, évidemment. On va en parler parce que seulement deux mois après sa victoire à l'UFC Paris, BSD est déjà de retour dans la cage avec un objectif en tête, évidemment, intégrer le top 10 de cette catégorie des moins de 70. Oubliez les démons du passé aussi, il est plus que jamais tourné vers l'avenir. Un obstacle d'abord sur son passage, c'est Beneil Dariush. Et attention au piège, Oscar Jovs vous pose les enjeux de ce combat si important. Effacer le passé. Vaincre le dernier à avoir battu celui qui vous a battu. Dans une semaine, BSD peut marquer un gros coup. En plus de tourner définitivement la page Moïcano, notre Français a l'occasion de rentrer dans le top 10. Face à lui, Beneil Dariush, numéro 9. Le plus facile des 10, peut-être. Le plus sous-estimé des 10, sans doute. Lutte, sol, debout, l'Américain est bon partout. Contre Mateusz Gamrot, Dariush a défendu 15 des 19 takedowns du Polonais. Tandis que face à Charles Oliveira, il totalise 2 minutes 44 de contrôle dans le premier round. En boxe, sa puissance lui a permis d'infliger 4 KO, dont 3 à l'UFC. Une organisation où il combat d'ailleurs depuis janvier 2014. Le jeune Benoît Saint-Denis venait alors tout juste de s'engager dans l'armée. Le natif d'Ourmia en Iran est redoutable, mais pas invincible. Oliveira, puis Tsarukyan ont révélé la fragilité du menton de Dariush. Dariush est débordé. Dariush est débordé. Dariush est débordé. Il a arrêté, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il vient de nous faire. Waouh. Bon débat. Il a mis KO sur un coup de genou. Allez, il faut terminer cette terminé. C'est fini. Quelle performance. Mais ces combats ont surtout, dans la victoire comme dans la défaite, mis en lumière sa difficulté à boxer contre un gaucher. The problem with that quick start like that though. BSD a les armes, à lui de bien les utiliser pour définitivement lancer son deuxième run vers la ceinture. Alors pour répondre à ceux qui se posent la question dans le chat, l'heure du combat de Benoît Saint-Denis, c'est à l'ouverture de la carte principale, donc 4h du matin, les amis. Voilà. Vous choisissez soit vous vous couchez pas, soit vous vous rêvez, ou se couche pas à 4h du matin, Jalito. Dormez pas. Écoutez les conseils de Voilà. On se rate pas une carte comme ça. Il a l'habitude. On va évidemment détailler tout ça, parce qu'il y a plein de choses intéressantes que Oscar Jovs a mentionné dans son sujet. C'est important quand même de commencer par le classement de ces moins de 70 kilos, pour rappeler quand même que Benoît Saint-Denis est 13e de cette catégorie et qui va défier donc Dariush qui est 9e. Eren, c'est ta catégorie là qu'on voit à l'UFC. C'est quand même très, très impressionnant quand on voit la densité de très bons combattants qu'il y a dans cette caté. Ça t'impressionne? Tu peux qu'être impressionné, Ouais. c'est l'une des pires KT actuellement à l'UFC. Moi, je pense maintenant c'est les 77 qui, en ce moment, qui ont relevé le niveau. Mais ouais, comme depuis longtemps, c'est une KT dense. Jalito? Sur le papier, on sent qu'il commence à y avoir un petit renouvellement. Avec les Paddy Pimblett, avec Armand Tsarukyan, Holloway qui monte de catégorie, qui reste relativement jeune. Topuria qui débarque aussi. Topuria aussi, Mauricio Ruffi. Franchement, il y a de quoi faire. Et même Benoît Saint-Denis, finalement, il a que 28, 29 ans. Donc on sent que ça change.
mais que ça reste quand même vraiment relevé. De 77, il y a vraiment eu le changement entièrement d'ère. On est passé à une nouvelle ère, avec les Sean Brady, les Ian Gary, Prates, etc. Donc ouais, ça reste vraiment une des plus grandes catégories de l'UFC, une des plus attractives. Et pour moi, c'est la catégorie reine à l'UFC. Ouais, le champion 70, c'est vraiment le champion à l'UFC. Ouais, des pound for pound, comme on dit. Historiquement, ouais. Exactement. Petit sondage dans le chat d'ailleurs, si vous voulez participer avec nous, les amis, on vous a demandé quel sera le résultat du combat entre Benoît Saint-Denis et Beneil Dariush. Dites-nous qui vous pensez va remporter ce combat. Je prédis quand même beaucoup de BSD, qui est favori d'ailleurs, hein, des bookmakers. Oui, bah, c'est logique. C'est logique qu'il soit Quand favori. tu vois le classement, finalement, tu peux te dire que non. Oui, mais quand tu regardes l'âge, les dernières performances, La quand tu dynamique, regardes exact la dynamique, il bat Rufi, qui est la pépite du moment, etc. C'est logique qu'il soit favori. Et justement, t'en parles de ces deux combats, parce qu'il a repris sa marche en avant quand même, Benoît Saint-Denis. Il y avait eu un petit stop après les défaites face à Poirier et à Moïcano. Il y a eu ses victoires donc, face à Kyle Prepolec et ensuite face à Maurizio Rufi. On voit clairement un nouveau Benoît Saint-Denis aussi depuis le début de son association avec Nicolas Hoth. BSD lui-même nous parle d'ailleurs justement du nouveau combattant qu'il est dans la cage, même si il n'en oublie pas évidemment son ADN. C'est surtout le fruit du travail mis en place avec Nico qui commence à payer. C'est-à-dire que ça met du temps entre un coach et un élève de s'entendre, de comprendre les méthodes de travail et d'aller dans la même direction et de se faire confiance. Et maintenant, ça va faire plus de 6 mois qu'on travaille ensemble et voilà, on voit que le travail commence à payer. En fait, il n'a pas modifié mon ADN parce qu'il y avait quand même un gros engagement, du rythme. C'est juste qu'on a appris à se connaître, à se faire confiance. Et il a appris, lui, de mieux en mieux, il est capable de gérer mon style et mon envie, ma manière de faire, mon engagement, mes points forts. Et inversement, je commence à lui faire de plus en plus confiance, ce qui fait que je prends moins de liberté parce que je trouve mon plaisir et des solutions de victoire dans ce qu'on met en place ensemble. Et c'est ça qui est beau. C'est important de montrer, oui, qu'on sait utiliser sa tête, bien entendu, parce que c'est quelque chose qui peut être reproché à un combattant. Maintenant, mon style, mon ADN fait que dans tous les cas, vous aurez des combats qui sont engagés, mais mettre des stratégies en place pour parvenir à battre les meilleurs au monde, ça reste primordial si on veut durer au plus haut niveau dans ce sport. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on n'a pas la meilleure version de Benoît Saint-Denis, avec d'un côté le côté un peu plus réfléchi et posé, qui applique un game plan aussi mis en place par son coach, mais toujours le côté, tu vois, un petit peu très spectaculaire, chien fou qu'il peut avoir dans la cage? Je pense qu'il ne faut absolument pas qu'il perde son côté guerrier qui fait partie de son ADN, mais le côté plus cérébral avec le travail de Nicolas Hoth. C'est ce qu'on a vu peut-être parfaitement face à Rufi, finalement. C'est exactement ce qu'on voulait qu'il fasse et c'est ce qu'il a fait. Il a été super intelligent. Il avait dit après le combat contre Prepolec qu'il avait fait plaisir à Nicolas en l'écoutant au début, puis ensuite... Il s'est fait plaisir sur le deuxième round chacun, quoi. Voilà, mais du coup, je pense qu'il a compris que dans son intérêt, c'est mieux d'écouter le coach parce qu'il fait le travail en amont. Il voit un peu ce que lui, il ne peut pas voir. Parce que dans la cage, on est concentré sur tout. Et des fois, on peut oublier des détails. C'est le travail du coach. Et qui de mieux que Nicolas Hoth pour faire ça? Je trouve que c'est un beau mariage entre les deux. Je pense que ça pourrait vraiment lui faire passer encore un cap parce que je pense que c'est pas fini pour BSD de monter. Et là, franchement, c'est un gros test qu'il a contre Beneil Dariush. Je pense que son combat le plus dur, c'était contre Poirier. C'était peut-être une marche qui était un peu trop haute pour lui. Et là, le voir contre Beneil Dariush, qui est très expérimenté, mais ça reste quand même un combat accessible pour Benoît. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et Ren, Benoît, c'est un combattant qui t'impressionne? Ouais, c'est un combattant qui m'inspire beaucoup. Ouais. On boxe nous deux en gaucher. On a les similitudes qu'on a entre nous, c'est que on aime bien prendre le dos. On prend le dos. Donc je m'inspire beaucoup de lui. Ouais. Et j'ai ce côté aussi un peu guerrier dans la cage qui, genre, je préfère mettre la pression. Ouais. Souvent dans la cage, c'est moi qui mets la pression et c'est pas moi qui l'a subi. Donc ouais, il m'inspire beaucoup.
Il n'y a plus besoin en même temps de présenter Benoît Saint-Denis, a priori, pour que ce soit pour les suiveurs du MMA et même du sport en général. On va peut-être juste rappeler quand même qu'il est monté très très vite à l'UFC, on l'a dit. Puis il y a eu évidemment ce coup d'arrêt avec les défaites face à Poirier et Moïcano. Maintenant qu'il a repris sa marche en avant, on peut se demander quand même jusqu'où il peut aller. Lui en tout cas a qu'un seul objectif en tête, évidemment, c'est d'aller chercher cette ceinture, même s'il se méfie de tout le monde, d'autant plus dans cette catégorie. Ouais, comme je dis, pour moi, n'importe quel gars dans le top 10 est dangereux. Donc, que ce soit le numéro 3 ou le numéro 8, le niveau de danger, il est assez similaire. C'est ta capacité à être complet, à adapter un game plan en fonction de l'adversaire et à montrer certains points forts qui vont faire que tu peux remporter le combat. Donc, moi, mon objectif, c'est, bien entendu, c'est toujours à long terme. Ça reste le rêve, je pense, de tout combattant de l'UFC, c'est d'être détenteur de ta ceinture. Et bien sûr... avec l'engagement, l'engouement qu'il y a pour cette catégorie de poids et les combats qu'on peut mettre en place, il y a aussi la ceinture BMF à aller chercher qui appartient à Max Holloway et ça c'est un très bel objectif aussi. Alors on parlera de cette ceinture BMF un petit peu plus tard, voilà, dans la suite de ce qui peut attendre Benoît Saint-Denis à l'UFC. Est-ce qu'il a l'étoffe d'un champion, Benoît Saint-Denis? Alors déjà, je vais te poser la question, Eren, en tant que combattant, ça va? Ouais, tout va bien. Il s'échauffe. Ça craque. Ah, c'est vrai. Forcément, quand on arrive dans une organisation, toi qui arrives à l'Hexagone, BSD qui est à l'UFC, on débarque forcément en ayant pour ambition d'aller chercher la ceinture à un moment donné. Bah forcément. Non mais je veux dire, tu vois, certains vont dire, c'est un peu prétentieux de se dire qu'il va aller chercher la ceinture à l'UFC par exemple. C'est normal finalement d'avoir cet objectif-là. En fait, tu peux pas être combattant si t'envisages pas de devenir champion d'une organisation. C'est obligé en fait. Donc non, c'est pas de la prétention. Il est obligé d'arriver avec ce mental-là. Et comme on dit, qui ne rêve pas n'atteindra pas ses rêves. Et c'est bien d'assumer des ambitions aussi hautes. Ça t'oblige à travailler pour aller les chercher, parce que t'as pas envie qu'on te dise « ouais, lui, il parle et il fait rien ». C'est ça. Est-ce qu'il a l'étoffe justement pour être champion? On sait que nous, Français, on attend évidemment le premier Français qui sera champion à l'UFC. Cyril Gane était à un doigt d'y arriver. À deux doigts peut-être. Nassourdine Imavov qui n'est pas loin non plus d'avoir son title shot. Manon Fiorot qui a échoué face à Valentina Shevchenko. On attend évidemment ce Français qui va arriver et avoir ce titre à l'UFC. Est-ce que Benoît Saint-Denis a cette étoffe-là? Ça ferait un beau champion. Il a une belle histoire. Il sort de l'armée, force spéciale. Il rentre à l'UFC en faisant une guerre contre un Brésilien où il prend 18, mais il n'abandonne pas. Ce truc de... Il a une détermination qui est hors norme. Ça ferait un beau champion, c'est une belle histoire et je pense que même les Américains aiment les histoires comme ça. L'UFC pourrait pousser pour ils l'ont toujours porté, l'UFC, voilà, parce même après les deux défaites. Voilà, c'est marketable. Donc, ouais, moi, je trouve que ça ferait un beau champion. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Eren? Ouais. Bah, surtout, en fait, je pense aussi qu'on le visualise champion trop tôt. Ouais. Parce qu'il est vraiment fort. Il nous a déjà prouvé qu'il pouvait faire des exploits. Mais on oublie qu'il est jeune et qu'il a vraiment tout le temps pour devenir champion. Il a encore facile 6. Bon, après, il prend beaucoup de coups. Mais il a encore facile 4-5 ans. Hein. Ouais. Et il n'est pas encore à son prime. Il n'a pas encore atteint sa force de l'âge. 28, 27 ans, non? Non, il a 29 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, il doit pas être loin de toi. Le prime physique d'un homme, c'est vers les 33. Ça redescend vers 35. Il a tout son temps, il a tout le temps. Le prime est passé, Jalito. Ah, ça y est, je peux aller à la cave. C'est le garage pour moi, c'est ça? Bon, avant de viser la ceinture, en tout cas, quel objectif absolu de BSD? Il y a évidemment d'abord l'objectif d'intégrer ce top 10 face à Benel Dariush. Quand même, gros obstacle parce que Dariush, tu le disais, Jalito, c'est quand même un homme très expérimenté à l'UFC, 34 combats déjà. Il a fait ses débuts en 2014 à l'UFC, donc ça commence aussi à dater. Lui aussi, pour le coup, il montait assez fort. Il a notamment battu Mateusz Gamrot, qui est dans cette catégorie. Puis il y a eu les coups d'arrêt aussi de défaites de rang face à Charles Oliveira et Arman Tsarukyan. Finalement, c'est un peu la même chose que BSD, même si BSD a une ascension beaucoup plus fulgurante à l'UFC que lui. Mais il y a eu ce coup d'arrêt et derrière, il faut repartir sans tout remettre en question non plus. Parce qu'il a des qualités à faire valoir. Benel Dariush, c'était vraiment un problème, même avant ce combat contre Oliveira, il était favori. Par exemple, c'est un mec qui devait affronter Islam Makhachev avant une blessure. Quand le dernier combat d'Islam avant d'aller pour la ceinture contre Bobby Green, si je dis pas de bêtises, il devait affronter Benel Dariush. Donc faut pas l'enterrer, c'est un gros nom dans la catégorie.
C'était un chat noir pour tous les autres pendant longtemps. Il a eu une grosse série de combats sans défaite. Malheureusement, arrivé à un moment donné, on ne peut pas gagner. Il a fait mal de voilà. KO face à Tsarukyan. C'était le deuxième de suite après Oliveira. Mais c'est ça aussi quand tu es au top et que tu commences à perdre, tu prends toujours des mecs qui sont au top. Et forcément, il y a des risques de se prendre des KO comme ça. Eren, je te pose pas la question parce que si t'as pas pris de down, t'as pas pris de KO non plus. Non. Donc tu sais pas ce que c'est que de devoir repartir après. Est-ce qu'il y a cette peur du KO quand on est combattant ou pas? Bah oui, ça c'est sûr. Mais je pense qu'elle est amplifiée quand on a déjà pris un. Ouais. T'as l'appréhension. Ouais, t'as une appréhension. Moi personnellement, je l'ai pas. Mais c'est surtout cette peur de perdre. Ouais. Ça fait partie du jeu. On regarde Oliveira, il a pris son premier KO de sa vie 2 mois avant d'affronter Gamrot et il a gagné par la suite. Donc après, je pense que c'est une question d'état d'esprit, de comment tu récupères. Je pense qu'il y a tout ça qui rentre en jeu. Et voilà, une défaite dans une carrière, c'est pas dramatique. Par contre, une défaite par KO, elle peut avoir ça laisse plus de traces. Voilà, il y a des répercussions un peu plus graves. Bon, en tout cas, ne comptez pas sur Benoît Saint-Denis pour sous-estimer son adversaire. Il sait parfaitement à quoi s'attendre. Comme je dis, c'est un mec qui est très très fort. Il a battu Gamrot, qui a battu Tsarukyan, qui aujourd'hui est contender numéro 1. Donc Dariush, c'est très complet, c'est très fort. Donc clairement, une belle victoire contre lui, ça présagerait du très bon pour le futur. Mais il ne faut vraiment pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir abattu parce que c'est vraiment un gros challenge. Non, parce que moi, je ne mets pas Dariush en dessous d'un Dustin Poirier, clairement pas. Pour moi, il a des grosses clés de victoire contre un Dustin aussi. C'est tous des mecs durs, arrivés à ce niveau-là. La preuve en est, il a fait une demi-finale contre Charles Oliveira, qu'il a perdu, certes, mais il a déjà été top 3, top 4, Dariush, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Je sais que Dariush, c'est un des meilleurs sols de la catégorie, avec celui de Moïcano et d'Oliveira. Donc, il a clairement des belles cartes en main lui aussi, donc il faut être préparé à toute éventualité et montrer que moi aussi je sais tout faire et que clairement j'ai envie d'avancer dans cette catégorie. Alors quels sont justement, parce que toi qui suis l'UFC depuis tant d'années, les points forts justement de Beneil Dariush et là où il peut aller embêter Benoît Saint-Denis? Franchement, principalement au sol. Ouais. Il a un grappling de très haut niveau. Il est très très fort en scramble, c'est-à-dire les phases de transition où ça bouge un peu dans tous les sens. C'est là où il arrive à prendre des positions qui sont fortes. Mais je pense qu'il a un point faible maintenant, c'est son menton. Et de combattre contre des gauchers, comme a dit tout à l'heure Oscar. Je pense que si Benoît le connecte avec un gros bras arrière et que ça va au sol, je pense que Benoît peut le finir en ground and pound. Par contre, il faut faire très attention dès le début de combat s'il cherche si Beneil cherche à lutter. Ouais. Ça peut être compliqué pour Benoît, surtout s'il est frais. Parce qu'on le voit même contre un mec comme Gamrot, voilà, c'est ces phases-là que je dis, les phases de scramble où il est vraiment fort. Il arrive à prendre des positions, souvent à prendre le dos, à se mettre vraiment dans les meilleures conditions pour essayer de terminer le combat par une soumission. Très gros bagage au sol, il a fait les ADCC Trials, vraiment son pédigré au sol est vraiment parmi les meilleurs au monde, surtout dans cette catégorie-là. Et voilà, donc je pense que Benoît devrait striker avec lui, chercher à toucher son menton qui est fragilisé avec le temps, et surtout avec les derniers combats qu'il a fait. On n'a pas pu voir dans les images, mais il a pris un down par Moïcano sur un bras arrière. Ouais. Je pense que c'est peut-être la clé du combat pour moi. Un gros bras arrière de Benoît qui frappe fort, et ensuite aller le chercher, essayer de finir le plus tôt possible en ground and pound. Eren, t'es d'accord? Quand tu parles après de Gelito, t'as plus rien à dire. Ah mais toi, dans cette position de gaucher que tu connais, justement, est-ce que c'est là-dessus que tu irais le chercher toi aussi, Dariush? Tout comme Jalito. Merci. Comme Jalito. Bon, la prochaine fois, je vais poser la question d'abord. Après, tu vois. Bon, on a entendu en tout cas tout à l'heure BSD parler en bien de Beneil Dariush. Il y a beaucoup de respect d'ailleurs entre les deux hommes. On n'est pas dans le trash talk du tout avec Dariush. Il a parlé lui aussi de BSD en disant je peux affronter les meilleurs combattants du monde et BSD est l'un des meilleurs sans aucun doute. Voilà, ça fait partie aussi du respect. On parle beaucoup de trash talk en MMA. Est-ce que tu trash talk un petit peu, Eren? Oui, t'aimes bien, toi. J'étais sûre que t'allais dire oui. J'étais sûre que t'allais dire oui. C'est un truc qui te galvanise un petit peu? Non, en fait, c'est pas vraiment du trash talk. Je reste moi-même. J'aime bien titiller dans la vie de tous les jours en général. Donc, si je peux titiller mon adversaire, je le fais.
Si ça peut le déstabiliser. Voilà, si ça peut le déstabiliser. Le combat, c'est avant la cage. Mais toujours dans le respect aussi à la fin. Toujours dans le respect, bien sûr. Moi, comme je t'ai dit, je ne m'invente pas une image. C'est comme je suis dans la vie de tous les jours, j'aime bien un peu charrier, titiller. Et si ça prend un peu de divertissement, c'est bien aussi. Pour nous, les spectateurs, on aime bien. Ça fait partie du jeu. Des fois, tu n'as même pas envie de regarder un combat, mais tu vois ce qui s'est dit, tu dis ah, là, ça hype d'un coup. Toujours, moi, toujours. Bon, on aura le dénouement de ce combat, en tout cas, évidemment, dans la nuit de samedi à dimanche prochain sur RMC Sport. Si on se projette déjà un petit peu sur la suite, on aime bien faire ça, Jalito, quand tu te mets dans la peau du matchmaker, là. En cas de victoire de BSD, tiens, quelle pourrait être la suite pour Benoît Saint-Denis? Quel pourrait être le prochain adversaire de BSD? Bon, moi, je pense qu'un bon petit Gamrot pour un depuis combat. le temps, le temps qu'ils se cherchent les deux. Voilà, mais vraiment, ça serait un beau combat de malade pour moi. Raphaël Fiziev, ça pourrait être aussi un combat très intéressant, mais très dangereux pour Benoît, parce que c'est un striking d'élite chez Fiziev. Et puis, si Hooker perd contre Arman Tsarukyan, Hooker, c'est un guerrier aussi dans l'âme, c'est quelqu'un qui cherche l'action tout le temps. Et si on lui propose un combat contre BSD, il ne va pas refuser non plus. Ça peut être vraiment très, très intéressant pour... c'est le combat qui ferait le plus monter la hype de BSD à l'UFC. Et encore au niveau international. Je suis étonné que tu mettes Fiziev du coup, parce que je vais être très pragmatique. Tu vois, je vais prendre le classement. Oui. Si BSD gagne, a priori, il va passer au moins 9e. A priori, Fiziev est 10. Mais Fiziev, il va reprendre un combat. Fiziev a affronté 2 fois Gaethje. C'était un title éliminateur. Donc si Fiziev gagnait, il pouvait passer devant tout le monde encore. Donc des fois, les classements... Tu ne regarderais pas plus vers le haut, quoi, c'est ça que je veux te dire. Ça serait peut-être trop tôt. Ouais. Ça serait peut-être trop tôt. Je vois Eren qui fait non. Il a du temps. Voilà, c'est ça. C'est qu'après, après, c'est très très compliqué. Donc, quand on regarde... La catégorie, en plus, on attend justement que certains fights soient planifiés, notamment le prochain pour le titre. On ne sait pas encore qui va affronter Topuria. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont en mouvement. On parle pour le titre, on parle de Gaethje, de Pimblet, même éventuellement qui est mentionné. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses incertaines aussi dans cette catégorie. C'est pour ça qu'on essaye de faire des prévisions pour Benoît, mais ça reste un petit peu... Il y a ça. Et puis, une semaine après, ça se passe souvent comme ça quand des combats sont rapprochés. La semaine du 22 pour l'UFC Qatar, du coup, il y a Tsarukyan contre Hooker. Et le perdant de ça, il affronterait celui qui a fait le pay-per-view d'avant, la semaine d'avant. Donc c'est pour ça que j'ai dit Dan Hooker, ça serait vraiment le plus haut à aller chercher maintenant pour Benoît. Et après celui-là, il peut prendre un peu de recul, regarder ce qui se passe devant, et ensuite saisir des opportunités. Moi, je vois ça. Sinon, comme j'ai dit, Gamrot, ça reste un combattant qui a affronté Oliveira il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est toujours bien vu par l'UFC lui aussi. Ouais. Puis ils ont des comptes à régler en même temps. Voilà, là c'est bien. Ça me paraît très très bien. Rapidement quand même, parce que Benoît Saint-Denis l'a évoqué, donc on va en parler aussi. Quid de la BMF, qui est détenue par Max Holloway, ça te fait rire ça. BSD, il a le profil en même temps pour aller chercher cette ceinture, tu vois, de BMF, ça lui correspond bien aussi, mine de rien. Mais il va falloir aller chercher Max Holloway, quoi. Ouais, bon après surtout que Max Holloway, là c'est presque sûr, presque fait contre Oliveira. Donc à voir ce qui se fait, parce que... La BMF, on rappelle que c'est une ceinture qui est bien à part. À côté, ouais, voilà. C'est la ceinture du divertissement. Ouais, voilà. On va dire ça, ça n'a pas un enjeu sportif, mais c'est... Mais tu as bien raison, hein, Benoît a vraiment le profil du BMF, il ne refuse pas un combat, il fait toujours la guerre. Voilà. Donc, il aurait une ceinture, honorifique certes, mais il y aurait une ceinture quand même. C'est très bien la ceinture du BMF. Si tu bats Max Holloway, pour le coup, ça reste aussi un très gros nom de cette KT et plus largement du UFC, donc tu marques aussi les esprits. Ce sera le week-end prochain, l'UFC 322, et évidemment, vous ne manquez pas le Fighter Club Sunday le dimanche dans la foulée. Gros débrief à venir avec beaucoup d'images.